Alors, comme à chaque fois qu'il y a une crise, avec plusieurs choses, plusieurs éléments. D'abord, une appréhension à partir du moment où on nous a prévenus, qui était celle de savoir si, d'une part, on allait être à la hauteur au niveau de la capacité d'accueil d'un certain nombre de patients, et qui cette fois, ça dépasse le problème de la cancérologie, mais qui était celui de notre engagement sanitaire au niveau national. La deuxième, c'était lié à la relative part d'incertitude qui existait quant à l'évolution potentielle de cette maladie. On avait quelques données de la part de nos collègues chinois, pour certaines qui étaient plutôt rassurantes, pour d'autres qui étaient plutôt angoissantes. On va dire que notre impression a été que sur ce qui était plutôt rassurant, on a été un peu déçus, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de décès en France, si on prend la population générale, et que confinement ou pas confinement, certainement que le confinement a beaucoup aidé, mais on va dire que le tribut payé a été relativement conséquent sur un intervalle de temps très court, parce que c'est vrai que comparé à d'autres pandémies, ça ne fait pas beaucoup, mais ça fait à peine un mois, donc il faut aussi ramener les choses sur une période qui est beaucoup plus courte. Et enfin, le troisième élément en termes d'incertitude qui était plutôt finalement une meilleure surprise, ça a été la relative forme bénigne, j'allais dire, de l'impact du Covid chez les patients atteints de cancer, à l'exception, et ça mes collègues hématologues le savent beaucoup mieux que moi, des patients porteurs d'hémopathie et d'état d'immunodépression sévère, et également à l'exception des patients ayant des comorbidités, notamment sur le plan pulmonaire ou général, plus importants. Mais on va dire qu'on s'attendait à avoir chez nos patients atteints de cancer que nous suivons un impact très négatif. Sur ceux qui ont eu un Covid, pour l'instant, l'impact a été, on va dire, un peu plus rassurant que ce qu'on pouvait imaginer, avec toutefois des doutes quant à une analyse plus fine, puisqu'on n'a que très peu de données générales. Après, le deuxième défi, c'est que vous avez parlé de cette crise, je pense qu'elle n'est pas terminée. L'angoisse perdure parce qu'elle nécessite aujourd'hui une adaptation des filières de soins en ce qui concerne leur organisation, en ce qui concerne l'absorption de patients qui ont eu un retard à la prise en charge ou un retard au diagnostic avec potentiellement des maladies qui sont sévères comme certains cancers, une modification de nos différents référentiels avec une hiérarchisation différente qui va impliquer tant en termes d'organisation des soins qu'en termes de mise en place des priorités par rapport à telle ou telle pathologie, de réfléchir différemment. Et puis qu'on le veuille ou non, indépendamment des limitations qu'on a pu voir en ce qui concerne un certain nombre de moyens techniques, que ça a été les respirateurs, les masques ou ce que l'on veut, il y a aussi potentiellement une limitation des sources humaines. Hein. Le manpower est quand même quelque chose d'excessivement important et il y a eu un engagement excessivement important des équipes soignantes au sens large, allant aussi bien du brancardier, de l'aide-soignante que du PUPH qui s'occupe de la gestion d'un service ou autre chose. Et dans ce contexte-là, ça fatigue, même si ce n'est pas toujours une fatigue physique, c'est aussi une fatigue morale et psychique qui fait que continuer comme ça pendant des mois et des mois risque d'être compliqué pour les équipes. Donc voilà un peu les appréhensions générales et j'allais dire mon sentiment de vécu de la crise. Dans le contexte de la pandémie Covid pour les patients atteints de cancer, il faut d'abord souligner qu'un certain nombre de sociétés savantes ont essayé assez vite de mettre en place des recommandations qui ont d'ailleurs été publiées dans un certain nombre de journaux, dont une bonne partie qui sont des journaux de chez Elsevier d'ailleurs, mais l'objectif était non pas de prendre une position particulière sur le plan de la visibilité, elle était surtout d'essayer d'amener une aide précieuse aux collègues qui prennent en charge ces patients pour pouvoir mettre en place des priorités de prise en charge. On a, je pense, à peu près tous convenu, quel que soit le type de maladie et de spécialité, que ce qui était excessivement urgent et grave devait être potentiellement maintenu, avec un bémol qui est l'ensemble des techniques
de prise en charge de patients atteints de cancer, hémopathie maligne ou pas, tumeurs solides, qui nécessitent des passages en réanimation. Ça a été le vrai problème, c'est que les pathologies lourdes où on sait que soit les traitements généraux qui vont entraîner, comme par exemple l'utilisation de CAR T-cells, d'allogreffes ou éventuellement de chirurgie lourde de tumeurs solides qui nécessitent un passage en réanimation, ont pu être perturbés et il fallait, en tout cas dans la programmation de ces actes et de ces gestes, qui restent prioritaires, mais qu'on s'assure qu'il puisse y avoir en aval une équipe de réanimation qui soit capable de prendre en charge ces patients dans un contexte où les réanimations étaient surchargées par des patients qui étaient Covid. Les autres patients qui avaient besoin d'une prise en charge rapide, mais ne nécessitant pas obligatoirement de passage en réanimation, ont pu être pris en charge. Reste la difficulté des plateaux techniques, que ce soit la chirurgie ou que ce soit les diagnostics par fibroscopie et autres, car d'une part, il y avait la nécessité de s'assurer d'un parcours propre pour ces patients, c'est-à-dire que les salles d'examen ou les salles opératoires entre deux patients puissent être suffisamment bien désinfectées pour éviter le risque de contamination d'un patient à l'autre, si jamais un patient asymptomatique Covid passait juste avant. Et la deuxième, c'est qu'un certain nombre d'espaces permettant de réaliser ces gestes, comme notamment les blocs opératoires, ont été aussi en partie réquisitionnés pour amener des unités de réanimation et des unités de soins intensifs dans ces espaces, ce qui veut dire qu'on a limité l'activité chirurgicale, mais on a relativement bien préservé celle de l'activité chirurgicale cancérologique. Et puis enfin, pour les autres patients qui avaient peut-être des pathologies cancérologiques qui étaient un peu moins graves, j'allais dire, ou qui pouvaient se prendre en charge avec un délai sans prise de risque majeur, les recommandations nationales et internationales ont plutôt conclu à la nécessité peut-être de mettre en attente ces patients pendant quelques semaines pour être dans une situation plus sécure en ce qui concerne la qualité des soins appropriés qu'on allait mettre en place pour ces patients. C'est une coopération qui a été, je dirais, et transdisciplinaire et transfrontalière. En gros, on a parlé de vague. La vague a pris le départ dans le continent asiatique, ça aurait pu être ailleurs, mais on a été à l'affût d'un certain nombre d'informations. Il y en a eu beaucoup. Il y en a peut-être eu moins en ce qui concerne le niveau d'information pertinente et relevante, pour être un peu provocant, mais il y a eu beaucoup d'informations allant du cas clinique isolé à des séries plus conséquentes qui nous ont permis déjà de profiter, si je puis dire, de l'expérience de ceux qui ont été confrontés avant nous à la pandémie pour pouvoir nous y préparer le moins mal possible, si ce n'est le mieux. Ensuite, il y a eu une collaboration très forte qui a été une collaboration transdisciplinaire au sein des établissements et entre les établissements. Pareil, pour un partage d'expérience d'une part, et d'autre part, pour la mise en place de protocoles de coopération. On a vu le redéploiement d'un certain nombre de patients dans d'autres unités de soins intensifs, dans d'autres régions en France, qui a été un élément excessivement facilitateur pour les régions qui étaient sous tension en ce qui concerne l'accueil des patients. On a vu aussi également qu'un certain nombre de collègues qui avaient une activité qui était devenue limités ou en tout cas même pour certains arrêtés dans le cadre de la pandémie ont été redéployés sur des structures de soins où ils étaient utiles, que ce soit en réanimation ou dans des structures d'hospitalisation. Et je pense que cette collaboration, elle a reposé essentiellement sur une solidarité des soignants, mais pas seulement des soignants, aussi des autres personnels qui sont impliqués dans le maintien d'une activité professionnelle indispensable dans ce contexte de crise, et ça a été excessivement important. Et le partage d'expérience s'est fait par l'intermédiaire beaucoup de communication par téléphone ou par webconférence, par des capacités de publication et de mise à disposition des informations scientifiques, passant par les fourches codines du reviewing de façon accélérée ou en tout cas peut-être moins formelle que ça n'a été pendant un certain temps. Et donc, toutes les voies de communication étaient importantes, parfois peut-être un peu excessives, en fonction du type de communication. C'est peut-être un élément qu'on abordera sur les risques de fake news, mais globalement, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas communiqué. Alors, en ce qui concerne le système d'information clinique, je ne suis pas sûr aujourd'hui, pour être tout à fait clair, que ça va impacter dans le cadre de la pandémie Covid de manière positive ou négative la relation ville-hôpital. Je m'explique.
Vous savez qu'il y a un certain nombre de logiciels spécifiques à la crise qui ont été développés, comme Covidome ou d'autres applications qui ont permis de suivre et de monitorer certains patients. Donc ça, c'est excessivement important, mais c'est quelque chose qui est indépendant du système information de santé, etc. En revanche, je pense que l'informatisation du dossier, l'intégration directe dans un dossier informatique d'un certain nombre de paramètres concernant soit le patient, soit ses antécédents, soit ses comorbidités, soit ce qui concerne sa maladie et sa pathologie particulière qui nous intéresse là, le Covid, a permis et va permettre une exploitation de données à partir des bases de données, des entrepôts de données de santé, comme il y a à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et dans d'autres structures, qui va être beaucoup plus rapide. Certes, il faudra toujours être vigilant sur le niveau d'interprétation de ces éléments-là, mais elle va être excessivement utile parce qu'on va pouvoir très vite aller sur des données chiffrées concernant des populations conséquentes, alors qu'au préalable, il y a 20 ans ou 30 ans, il aurait fallu retourner au dossier source, au dossier papier, mettre beaucoup d'énergie. Donc je pense que l'informatisation est utile et le sera dans l'analyse de ce qui se passe. Et probablement, si malheureusement les choses devaient perdurer ou évoluer différemment avec d'autres pandémies, nous serons utiles pour pouvoir mieux nous préparer à d'autres pandémies ultérieurement. Il y a au moins 2 niveaux, voire 3 niveaux de communication qui sont un peu différents et qu'on doit distinguer. Il y a le niveau de communication scientifique au sein de la communauté scientifique, médicale, au sein de la communauté des soignants même. Je dirais, ce n'est pas juste les médecins, mais la totalité des soignants. Ce niveau de communication, il est essentiellement porté par des soignants pour des soignants, entre des soignants. Certes, on peut discuter de telle approche méthodologique, de tel rationnel à l'utilisation de tel médicament ou de telle stratégie, mais globalement, on est quand même dans un niveau relativement contrôlé en termes de communication entre nous sur ce qui paraît être quelque chose de légitime, de à peu près validé, de cohérent et sans parler de risque ou pas de risque, en tout cas avec un filtre qui nous permet de savoir si on peut y accorder du crédit ou pas. Il y a un deuxième niveau de communication qui est excessivement important, qui est celui de la communication grand public. Et qui, cette fois-ci, qu'on le veuille ou non, la plupart du temps, les gens restent des humains. Donc, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font pas, et la réalité, il y a parfois des choses qui ne sont pas tout à fait identiques. Et il y a eu, là c'est un peu provoquant de ma part, mais beaucoup de virologues, d'épidémiologistes, d'immunologistes, même non médecins, même non biologistes. Bref, tout le monde a donné son grain de sel dans cette histoire, avec parfois des communications qui étaient tout à fait légitimes, parfois des communications qui pouvaient être plus polémiques. Elles ont pour certaines rendu service, bien évidemment, pour d'autres inquiété et pour d'autres amené vers des considérations qui n'étaient probablement pas justifiées. Et je ne prends pas à titre personnel parti pour tel ou tel type de communication. N'empêche qu'un flux d'informations trop importante au niveau de la population générale, avec parfois des messages contradictoires, va emmener peut-être plus d'anxiété qu'autre chose. Et puis, il y a un troisième niveau de communication qui est celui qui nous intéresse, les soignants, c'est la communication qu'on a avec ceux qui sont soignés. Et ceux qui sont soignés, ils sont entre ces deux filtres. Un qui est le filtre de l'information au grand public, avec ce qu'elle a potentiellement d'injuste au sens de la qualité de l'information sur le plan de la justesse, et d'un autre côté, sur une information scientifique qui parfois n'est pas digérée, qui est complexe et qui nécessite d'être explicitée, et qui n'est pas toujours par les soignants eux-mêmes bien explicitée auprès de leurs patients. Et cette notion de filtre et de relation qu'on a avec les patients a été peut-être la plus intéressante, comme à chaque fois, c'est comment rendre simple, sans que ce soit obligatoirement faux, un niveau d'information qui n'amène pas obligatoirement une angoisse, qui n'amène pas non plus une réassurance complètement illégitime et un peu folle, mais qui permet d'accompagner les patients qui déjà souffrent d'une pathologie considérée comme potentiellement grave et pouvant engager le pronostic vital, dans un parcours de soins où ils s'exposent à quelque chose de nouveau qui est présenté par certains comme rien et par d'autres comme une vraie catastrophe qui les attend au coin de la rue et qui va signer la fin de leur jour. Donc c'est là où, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, même les brancardiers, les ambulanciers qui vont communiquer auprès de ces personnes, ont un message à jouer. Et là, c'est parfois facile, c'est parfois plus compliqué. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses à apprendre de cet épisode.
si on s'est donné les moyens de l'évaluer, et notamment avec plus des outils qui vont sur les sciences sociales et humaines que véritablement des outils qui vont aller sur une évaluation purement médicale de ce qu'est l'apport d'un médicament ou autre chose. L'idée n'est pas du tout de partir sur une espèce d'approche qui soit de la censure. On ne peut pas aller contre des voies de communication, quelles qu'elles soient. L'idée n'est pas de dire il faut couper tel canal parce que ce qu'il raconte ne me plaît pas ou ne me convient pas. C'est pas du tout ça. Donc, qu'on le veuille ou non, la communication est là. Et le flux de communication est de plus en plus important et il sera, à mon sens, de plus en plus important par les réseaux sociaux, par toutes les méthodes possibles et imaginables. La difficulté, c'est comment éduquer, au sens étymologique du terme, amener les outils nécessaires auprès de ceux qui vont entendre une information pour pouvoir non pas se faire juste un propre jugement, mais juger de la pertinence et de la qualité de l'information qui est donnée. Voilà. Et ça fait partie de l'éducation thérapeutique. C'est un processus que l'on a découvert il y a depuis maintenant un certain nombre d'années, qui se formalise dans l'approche. Comme on apprend à un patient l'intérêt de l'utilisation d'un médicament au long cours dans une pathologie qui peut être d'évolution différente si on ne s'applique pas à prendre le traitement ou à comprendre l'intérêt du traitement, il y a une véritable éducation thérapeutique et une véritable éducation sanitaire à amener. Je vais dire quelque chose de provoquant. Je pense que le niveau global d'information va être analysé de façon plus ou moins pertinente en fonction du niveau d'éducation globale de la société. Ça ne veut pas dire que les gens provenant d'un milieu socio-professionnel plus défavorisé ont un niveau moins bon pour la compréhension du tout. Mais ça veut dire que si vous avez été vous-même habitué à une réflexion, quel que soit votre niveau socio-professionnel, à une réflexion sur l'interprétation, la digestion d'une information, eh bien ce niveau d'éducation va vous amener probablement à vous poser des questions plus pertinentes. Et c'est vrai dans le domaine de la santé, comme c'est vrai, à mon sens, dans le domaine politique et dans d'autres domaines. Donc, quelque part, il serait intéressant, à un moment donné, cette pandémie passée, ou stabilisée, si je puis dire, de se poser aussi la question de savoir quelle a été la réaction en fonction des différentes sociétés dans lesquelles cette pandémie s'est développée, la réaction de la population sur l'information, ce qu'ils en ont compris, la manière dont ils ont géré, ne serait-ce que les gestes barrières, ne serait-ce que les mesures de confinement, ne serait-ce que l'intérêt d'aller ou pas se faire dépister, etc., etc. Et je pense que, alors là c'est une interprétation sans preuve, je le reconnais volontiers, mais que probablement, en fonction de notre niveau nous-mêmes d'éducation, d'apprentissage, qui n'est pas lié à notre niveau de diplôme, c'est deux choses qui sont totalement, à mon avis, différentes. On peut très bien avoir un très beau niveau d'éducation sans avoir des diplômes, et inversement, c'est un peu plus rare, mais c'est tout à fait possible, à mon sens. Et donc, en fonction de ce niveau-là, peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on doit communiquer auprès de la population pour que justement on n'induise pas une notion de fake news, même si parfois elle n'est pas volontaire. Le premier enseignement, c'est que malgré un système de santé, et notamment de santé publique, qui était dans des difficultés, qui est toujours dans des difficultés très importantes, avec des cris d'alerte qui avaient été poussés depuis des années par un certain nombre de collègues, ce qui est excessivement rassurant, et là, indépendamment du système public ou privé, c'est que dans la communauté des soignants au sens large du terme, pas seulement les médecins bien évidemment, mais tous ceux qui participent à la chaîne de soins au sens très large, il y a quand même quelque part, on a l'impression, quelque chose qui est au-dessus de tout, qui est cette volonté à un moment donné de se mobiliser pour pouvoir répondre à un problème de santé. Et ça, c'est d'un côté excessivement encourageant, d'un autre côté aussi excessivement frustrant, parce que si à chaque fois qu'on nous tape dessus, on sait que de toute façon on va réagir, bah, on peut continuer à nous taper dessus. Donc il faut qu'on soit vigilant aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on réagisse, loin de là, mais ça veut dire que aussi les gens comprennent qu'à un moment donné, quand on pousse des sonnettes d'alarme, ce n'est pas par hasard. Mais la première enseignement, ça a été cette mobilisation formidable à tous les niveaux et quelles que soient les structures pour pouvoir répondre à un vrai besoin sanitaire. La deuxième, je pense, c'est qu'on le veuille ou non, probablement par l'intermédiaire des prises de position qui ont été faites sur le plan de l'organisation politique et autres, ça a été que on voit qu'au niveau d'une nation, on est capable à un moment donné de mettre une priorité commune. Et cette priorité commune, ça a été
d'essayer de limiter la propagation de quelque chose qui pouvait enclencher un désastre important, qu'il soit sur le plan sanitaire ou sur le plan économique. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis la troisième, à mon sens, c'est aussi le courage des patients, qui est excessivement important, de ces personnes qui, qu'elles aient souffert ou pas du Covid, ont été amenées à quand même fréquenter les établissements de santé parce qu'elles n'avaient pas le choix. Elles ont continué courageusement et ce niveau de courage est aussi excessivement important à saluer. Certes, c'était parce que leur santé était engagée et qu'ils avaient besoin de soins, mais je crois que c'est quelque chose qui témoigne aussi d'une confiance dans la qualité de la prise en charge que l'on pouvait apporter. Et je dirais que le message, en dehors de ce que j'ai dit tout au départ, c'est-à-dire que malheureusement, même si c'est quelque chose qui peut paraître limité par rapport à d'autres pandémies, c'est quand même beaucoup de gens qui ont été touchés sur une période très courte, avec des pronostics qui ont pu être effroyables et des décès pour certains. Ça a quand même été quelque chose de positif en termes de mobilisation générale du système de santé, de la communauté nationale, j'allais dire, et puis de l'ensemble des patients qui ont continué à avoir confiance dans leur système de santé pour venir se faire dépister, se faire traiter pour d'autres maladies et faire confiance à ce système. Bien sûr, encadré, entouré par tous les acteurs de soins et tous ceux qui ont contribué à cet effort et qui peut-être vont continuer à contribuer à cet effort. Voilà.